Bonjour à tous, je m'appelle Quentin, je suis étudiant en 5e année de médecine. Donc alors moi je m'appelle Gabriel, je suis étudiant en quatrième année de médecine. Salut, je m'appelle Margot, je suis étudiante en quatrième année de médecine à l'université Paris 7 Diderot. Bonjour à tous, je me présente Michel Ariel, je suis étudiant en 6e année de médecine. Salut, donc moi je m'appelle Alban, je suis étudiante en 4ème année de médecine aussi, j'étudie également sur le site Bichat. Salut, moi c'est Mirella. Salut, moi c'est Sarah. On est étudiante en 5e année de médecine, on a passé notre PA en 2016 et là on est externe en médecine. Salut à tous, alors moi c'est Victor et je suis en quatrième année de médecine à Bichat et mon classement en PACES c'était 316e. Je suis arrivé 5e en Je suis arrivé 44 à mon cours de première année quand j'étais doublon. Je suis une ancienne du TSP7 et j'ai fini classée 68e en PACES. Et je suis arrivée 31e en passé. Donc ça fait 6 fois plus. Voilà. Alors, pour ceux qui avaient des questions sur l'aspect et les questions que vous trouvez piégeuses sur la physiologie, tout ça, en fait c'est pas si piégeux parce que tout marche par paire. Il y a une dichotomie très très claire entre le sympathique et le parasympathique, le stress et le repos, et du coup il suffit de connaître toutes ces correspondances. En gros, chaque système est vraiment opposé à l'autre et fonctionne chacun de son côté par cascade. Et souvent, ce qui pose problème aux étudiants, c'est qu'on pose des questions sur deux endroits différents de la cascade et qu'ils ont tendance à se mélanger. Pour ça, rien de plus simple, il suffit juste de bien comprendre la logique de la cascade. Là, apprendre par cœur, ça va servir à rien parce que de toute façon, on va vous poser des questions de grande logique sur les cascades. Du coup, il suffit juste de bien retenir la physiologie chacun de son côté et ensuite quand on vous posera des questions, ça viendra tout seul. Ensuite, pour bien réviser, je ne sais pas si je suis capable de vous donner des excellents conseils parce que j'ai pas eu un très grand temps de révision. Moi, j'aimais pas trop revoir les cours. Du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais un très très grand tour où j'apprenais très très bien mes cours et ensuite un tout mini tour du programme. Et là, ce que je devais être capable de faire, c'est réexpliquer le cours à moi-même. À partir du moment où j'étais capable de me réexpliquer le cours en entier et de le comprendre et de comprendre ma propre explication ou de l'expliquer à mes parents et qu'ils comprennent globalement mon explication, c'était bon. Alors, on connaît tous, je pense, des très grandes remontées de PACES. Moi, l'exemple le plus spectaculaire que j'ai, c'est un ami qui était 610 au premier semestre et qui est arrivé classé dans les 250-300 au deuxième semestre. Faut pas vous dire que parce que vous étiez mal classé au premier semestre, vous n'êtes pas capable de remonter. Il y a eu des remontées spectaculaires dans les années avant moi, il faut juste pas lâcher. Si vous y êtes arrivé jusqu'à maintenant, vous y arriverez. Il n'y a pas de raison de lâcher, vous y arriverez forcément. Ensuite, pour gérer son stress, je trouve pas forcément que le stress soit quelque chose de maléfique, ça peut être assez bénéfique si jamais ça vous pousse à travailler, à vous dépasser, mais il faut pas que ça devienne un stress par rapport aux autres. Ça doit être un stress moteur qui vous donne envie de faire le meilleur de vous-même. Et puis pour ne pas stresser, dites-vous que de toute façon, vous donnez déjà tout ce que vous avez et que ce sera largement suffisant parce que le concours n'est plus qu'une formalité maintenant. Vous allez tous très bien y arriver. Alors, c'est tout à fait normal d'avoir des doutes sur son propre engagement en PACES, puisque c'est une année qui est faite pour être un petit peu stressante, nous mettre la pression, nous mettre à l'épreuve pour nos études futures. Du coup, il ne faut pas s'inquiéter si ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou, c'est arrivé à plein de gens avant vous, c'est arrivé à tous les médecins avant vous. Il ne faut pas vous inquiéter. Maintenant, vous êtes sur la bonne voie si vous avez envie de faire ça. Vous verrez bien que ça vous plaît. Au final, c'est difficile, je trouve, de se retrouver dans les études de médecine en PACES parce qu'on a l'impression de travailler sur de la biologie ou de l'ingénierie et pas forcément sur le corps humain. Mais c'est des connaissances qui sont hyper importantes et que vous allez utiliser après tout le long de vos études. Du coup, c'est vraiment très important de bien apprendre vos cours et de ne pas se décourager. Alors moi, mon plus beau souvenir en deuxième année, en fait, finalement, c'est on a fini le concours et là on arrive dans une année nouvelle et en fait, quoi qu'il arrive, on va être médecin. Donc il y a une ambiance de fou, il y a le week-end d'intégration qui est un milieu incroyable, on découvre la vie associative qui est excessivement riche à Bichat et surtout, on découvre les stages.
Et ça, c'est un point extraordinairement important parce que le jour où on vous donne votre blouse, cette blouse qui fait de vous un étudiant en médecine et pour les patients fait de vous un docteur, c'est incroyable. Et se lever le matin avant d'aller en stage et de voir sa blouse sur sa chaise, on se dit waouh, c'est bon, j'y suis. Donc il y a ça, il y a l'ambiance de faculté, il y a les stages, vous allez enfin voir un peu à quoi représente votre métier, même si vous n'allez pas encore faire beaucoup de gestes, beaucoup de choses. Il y a quand même un peu de travail, faut pas trop négliger, hein. Le petit piège c'est de se dire tiens voilà, après la première année tout est facile. Non. Deuxième, troisième année c'est beaucoup de bases physiopathologiques, donc c'est super intéressant mais il faut travailler un petit peu, des bases qui vont vous servir après pour l'externat, donc c'est super intéressant. Après ça demande un peu moins de travail, ça demande beaucoup moins de travail qu'en première année, parce qu'en première année vous travaillez tous les jours comme des bêtes. Là vous allez avoir plus de temps pour reprendre des activités extrascolaires, pour faire des activités qu'à la fac, pour reprendre le sport et la musique que vous avez peut-être abandonné en première année. Voilà. Alors, il est possible pendant ces études-là, comme on n'est pas vraiment payé en deuxième, troisième année, et pas très bien en quatrième, cinquième, sixième année, il est possible de souscrire à une offre du gouvernement où en fait contre un salaire fixe par mois qui est quand même assez conséquent, hein, on va quand même pas sur un SMIC, de se faire payer pour ces années-là, et après on devra s'installer dans une zone sous-dotée en médecin ou dans des spécialités sous-cotées. Voilà, c'est une sorte de contrat avec l'État, on devient une sorte de médecin fonctionnaire. Ça permet d'avoir des sous pendant l'année et des sous pendant ces années-là. Et en fait, au final, on est quand même médecin et c'est quand même merveilleux. Donc en fait, n'oubliez jamais ça. Après, il y a une année merveilleuse qui se passe où vous allez découvrir les stages, la vie associative. Vous allez vraiment découvrir un milieu merveilleux qu'est la médecine, et surtout dans une faculté qui est encore plus belle et plus grande qu'est l'Université de Paris. Donc au début, la deuxième et la troisième année, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a en PACES, donc c'est très théorique, et on apprend aussi les bases, donc la sémiologie, donc des signes médicaux. Et après, à partir de la quatrième, cinquième, sixième année, là on apprend vraiment à la médecine, toutes les bases de la médecine, ça s'appelle l'externat, où on est en stage tous les matins, et après on est interne, donc on apprend une spécialité pour enfin être docteur. Donc c'est vrai qu'on reprend des notions de PACES, mais il n'y a plus du tout de physique, il y a une matière de biostat, mais c'est tout. En P2, D1, c'est plus des matières à réflexion et du par cœur, un peu comme en P1, c'est de la base et de la théorie, il y a de l'embryo, de l'histo, de la maths et de la physio. C'est des bases qu'il faut quand même assez par cœur parce qu'on retrouve des connaissances de ce type-là au deuxième cycle pendant l'externat, et ensuite l'externat c'est un peu l'inverse, il y a plus de journées de stage, on est en stage tous les matins. Et c'est plus axé sur les grands appareils, la cardio, la pneumo, la neuro, etc. Alors c'est un peu des deux. Moi je serais tentée de dire que c'est quand même plutôt du par cœur. En fait il faut être capable de très très bien connaître ses cours pour ensuite pouvoir raisonner dessus. C'est-à-dire il y a plein de réflexions, mais s'il n'y a pas des bases solides, c'est impossible de raisonner. Yes. Il faut connaître et réfléchir avec, donc il faut faire les deux. Donc les partiels sont-ils toujours sous forme de QCM? Non. C'est beaucoup sous forme de QCM après parce que c'est fait en ligne sur des tablettes, mais pour deuxième, troisième année, il y a des trucs religieux. Il y a des curocs. C'est pas comme ça. Concernant l'organisation pour le travail, ça dépend de chacun. En fait, je pense qu'il y a autant d'organisation que d'étudiants. Et on prend du temps à trouver la sienne, on change de méthode plusieurs fois pendant nos études. En vrai, c'est des études longues, on apprend à se connaître et tout. Moi, je peux vous dire ce que je fais. J'ai toujours été en cours en amphi, donc j'aime beaucoup entendre quelqu'un me raconter le cours. Ça me permet d'avoir un autre regard sur mes cours, d'avoir une autre réflexion sur les choses. Donc ça, j'aime beaucoup. Et en parallèle, je travaille sur mes bouquins. On a tous des référentiels et tout pour peaufiner mes cours moi-même personnellement. Et moi c'est plutôt l'inverse, j'aime pas trop aller en amphithéâtre, je préfère trouver ma méthode en lisant la première fois le cours toute seule, et si j'ai besoin, parfois je regarde les diapositives des profs. Au premier cycle, j'allais pas souvent du tout en amphi, au second cycle un peu plus parce qu'il y a plus d'exemples en cours et c'est bien quand même de voir comment le prof raisonne. Et après, pareil, je travaille donc sur les référentiels et puis sur les fiches. Les cours, c'est un peu comme en PACES. Enfin, entre guillemets, vous n'êtes pas obligé d'y aller, vous y allez si vous voulez. Deuxième, troisième année, c'est un système de Ronéo, donc il y a les gens qui vont en cours et qui prennent des notes et qui vous les rendent, et après à partir de l'externat, c'est vraiment on va en stage le matin et on étudie l'après-midi.
est-ce que c'est possible d'avoir une vie en dehors de médecine? Évidemment, c'est pas possible pendant des années de vivre que pour la médecine, de faire que de la médecine. Évidemment, vous allez travailler beaucoup. C'est des études qui sont extrêmement prenantes, qui sont dures, qui demandent beaucoup de rigueur, de travail personnel. Mais il faut réussir à trouver un équilibre pour avoir des activités à côté, avoir des amis, voir ses amis qui soient en médecine ou hors médecine, pour se vider la tête, penser à autre chose et ne pas avoir que le nez dans ses bouquins. C'est pas possible. Est-ce que c'est possible d'avoir une vie à côté des études? Oui, parfaitement. On a du temps libre dans les années post-PACES. Oui, alors on a du temps libre, surtout en P2T1. Après l'externat, c'est toujours possible d'avoir du temps libre, de voir ses potes et tout, mais il faut quand même réussir à s'organiser. Donc si on travaille sérieusement, il n'y a aucun problème pour voir ses potes. Mais bon, qu'on le veuille ou non, ça prendra toujours une part énorme Voilà. de nos vies. Mais on peut tout à fait faire autre chose à côté. Et du coup, on peut faire un job étudiant, il y en a plein qui le font. La 6e année, c'est quand même compliqué parce qu'on prépare vraiment le concours, mais c'est possible s'il y a besoin. Personnellement, j'ai travaillé après ma P1 pendant l'été, c'était assez lourd on va dire, mais c'est faisable. Et après, pendant les études même, c'est assez compliqué parce que du coup, on a beaucoup de révisions, on a beaucoup de journées en stage, surtout pendant l'externat, on est presque tout le temps à l'hôpital, enfin, toutes les matinées, en plus des gardes et parfois des astreintes le samedi matin et le dimanche. Du coup, c'est un peu compliqué de concilier job et études, mais ça peut être possible aussi de faire par exemple un poste d'aide opératoire, c'est-à-dire qu'on est au bloc opératoire et on aide en fait le chirurgien en faisant la petite main et on est payé pour ça en fait. Et on peut aussi pendant l'été, grâce à notre statut de deuxième étudiant en médecine, faire aide-soignant, brancardier à l'hôpital. Je vais vous présenter en quelques minutes les stages que vous aurez pendant votre cursus médical de la 2e à la 6e année. Le premier stage c'est en septembre, après votre concours. Vous commencez par un stage infirmier qui dure 4 semaines, vous serez à temps plein, c'est-à-dire que vous travaillez 7 heures par jour à suivre un infirmier ou un infirmière ainsi que les aides-soignants. Vous apprenez leur métier, vous apprenez quelques gestes, savoir faire des prises de sang, vous apprenez à donner un médicament à un patient, à faire des toilettes si les patients en ont besoin, etc. C'est assez riche en enseignements, ça permet de découvrir l'hôpital, c'est un très bon stage, vous l'avez très bien vécu. En deuxième stage, il y a le stage de sémiologie. Le stage de sémiologie, c'est un stage où vous suivez un chef de clinique, c'est un médecin senior, et l'objectif est que vous appreniez les signes cliniques directement sur des patients. C'est l'auscultation pulmonaire, c'est l'auscultation cardiaque, c'est apprendre à savoir palper un abdomen et j'en passe. Ce stage dure une demi-journée par semaine, vous avez toujours le même chef si ça ne change pas. Et ensuite en 3e année, il y a un stage de pré-externat. Le pré-externat c'est presque l'externat sauf que vous êtes en 3e année, vous avez un peu moins de connaissances mais vous faites sembler à peu près le travail des externes avec un peu moins de patients peut-être. Ça dure tous les matins pendant 4 mois. Vous pouvez aller dans plein de services différents et ça vous prépare à l'externat. L'externat maintenant, donc c'est la 5e, la 4e et la 5e année, c'est tous les matins et ça peut être aussi la possibilité de faire des gardes, c'est-à-dire de travailler de 18h le soir à 9h du matin. Il faudra enfin avoir fait 25 avant la 6e année pour pouvoir valider l'externat. Et l'objectif des stages d'externat, c'est de prendre en charge des patients. Bien sûr, vous êtes toujours surveillé par des internes ou des chefs. Et ça, c'est toute l'année, de septembre à septembre de l'année d'après, pendant 2 ans. Ensuite, il y aura la 6e année. La 6e année, on n'a pas toutes les informations, mais vous devrez être en stage en journée complète, à plein temps, pendant toute l'année, avec un rôle entre l'externe et l'interne, probablement. Vous aurez passé votre examen de contrôle des connaissances. Il y a eu beaucoup de questions sur notamment la difficulté d'appréhender l'hôpital. Est-ce que ça va être dur de voir des patients qui vont mal? Est-ce que ça va être dur de voir du sang, des blocs opératoires? Alors, il n'y a pas de réponse miracle. Je pense que tout le monde réagit différemment. Il y a des personnes qui spontanément ça va aller, il y en a qui vont avoir besoin de temps. Mais voilà, le temps fait qu'on s'y habitue, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Et vous ne serez pas du tout les seuls. Par exemple, je pense qu'à peu près 70% des gens qui vont pour la première fois dans un bloc opératoire font un malaise vagal. Pas grave, s'ils ne tombent pas dans le patient. Et après, ils n'en referont plus. Pareil pour les cas difficiles, à force d'en voir, à force d'être accompagné aussi par des proches, il n'y aura aucun souci là-dessus. Et les jours et les années feront que ça vous
ne fera pas de mal, vous n'arriverez, ça ne fera plus de mal. Voilà. Qu'est-ce que l'ECN? L'ECN, donc examen classant national, c'est le concours qui a lieu à la fin de la 6e année pour tous les étudiants en médecine de France, qui est commun à tous les étudiants en médecine de France. Concours à l'issue duquel donc, il y a un classement entre tous les candidats qui permet de choisir le lieu d'exercice de l'internat et la spécialité d'exercice, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. Alors qu'est-ce que la réforme? La réforme du second cycle des études médicales, c'est une réforme qui a pour objectif de mettre l'emphase sur les compétences en plus des connaissances. Donc avant, où on avait un externat qui durait 3 ans, qui était 3 ans de préparation au concours théorique de l'ECN, là maintenant, c'est qu'on va avoir 2 ans de préparation avec de l'apprentissage théorique, en plus des stages, parce qu'il y aura bien sûr toujours des stages en 4e et en 5e année. Mais en 6e année, ce sera plus que des stages et ce sera réservé à l'apprentissage des compétences. Donc il y aura un concours à la fin de la 5e année au lieu de la 6e année, qui sera le concours théorique, et à la fin de la 6e année, il y aura un examen des compétences. Voilà. Et il y aura aussi le parcours qui sera pris en compte, le parcours de l'étudiant qui sera pris en compte d'une certaine façon, qui n'est pas encore très précise aujourd'hui, pour le classement final et le choix donc des spécialités et du lieu d'exercice. Alors quand et comment travailler l'internat? Ça c'est une question qui est extrêmement, à laquelle il y a énormément de réponses. Chaque étudiant aura sa façon de faire. De mon côté, j'ai surtout 2 conseils à donner pour cette question. La première, c'est simplement de suivre le flux des programmes par année de votre fac, parce que c'est déjà suffisamment lourd comme ça, les études de médecine, pour pas non plus se rajouter tout ça. Et si vous arrivez à suivre très bien chaque année les cours de votre fac, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien au moment du concours. Deuxième conseil, probablement ce qui est pour moi le plus important pour entre guillemets travailler l'internat, ça commence dès la 2e année, c'est aller en stage, apprendre en stage, faire tout ce qu'on peut pour apprendre en stage, être proactif, faire le plus de choses possible et être motivé. Et aimer ces stages. C'est ça qui vous fera le plus progresser, je pense. Est-ce aussi dur que la PACES? Alors c'est une question qui n'est pas facile, surtout pour les étudiants en médecine qui sont comme moi en 4e année ou qui sont externes globalement, parce que en fait, nous la PACES, comme on est là, l'extrême majorité d'entre nous l'avons réussi, et ça c'est une épreuve qu'on n'a pas encore passée. Donc on a beaucoup d'entre nous ont envie de dire ouais c'est plus dur que la PACES à côté ça va, mais en fait il y a une différence fondamentale et qui fait que la PACES reste quand même une épreuve qui a un niveau de difficulté plus élevé que celle-là. C'est le fait que quand on est en PACES et qu'on veut être médecin, on n'est pas sûr qu'on va être médecin quand on est en PACES. Alors que quand on est externe et qu'on a le concours de l'internat à la fin de la 6e année, en fait on sait qu'on va être médecin à l'issue de ça. Et ça c'est une différence qui est fondamentale dans la tête et qui est une difficulté qui est rajoutée et qui est massive en PACES. L'autre grande différence, c'est que le concours de l'internat, nous, il se prépare en 3 ans, vous, il va se préparer en 2 ans, la PACES c'est 1 an. C'est beaucoup plus une course de fond, c'est beaucoup plus sur la durée que la PACES qui se sprint. Donc plus dur, non, je pense que c'est surtout pas comparable. Les débouchés à l'issue de l'ECN, les débouchés à l'issue de ce concours, ce sont tout simplement toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Alors, je ne vais pas les lister là, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le débouché, c'est être médecin ou être chirurgien. Et ça peut être effectivement dans la ville de votre choix, selon les places qui restent, selon votre classement. Qu'est-ce que la médecine interne? Alors, la médecine interne, déjà la première chose à savoir, c'est que c'est une spécialité médicale. Et quand je dis spécialité médicale, ça veut dire que c'est pas chirurgical, les médecins internistes ne sont pas chirurgiens. Et c'est une spécialité médicale qui s'exerce exclusivement en milieu hospitalier. Voilà. Il n'y a pas d'activité libérale ou en cabinet de médecine interne. Ensuite, sur ce que fait le médecin interniste, c'est une spécialité qui se situe très dans le global d'un patient. Des patients qui ont des maladies qui vont atteindre tout leur corps ou qui vont atteindre plusieurs organes, peuvent dépendre d'un médecin, peuvent être traités par un médecin interniste.
Et de plus en plus, la médecine interne, en fait, c'est pour ça que de plus en plus la médecine interne traite des patients âgés, parce que ce sont des patients qui sont polypathologiques et qui donc ont des maladies qui atteignent tout leur corps. L'autre chose qu'on voit beaucoup en médecine interne, ce sont les maladies dites auto-immunes ou les maladies du système immunitaire globalement, parce que ça aussi, ce sont des maladies systémiques qui attaquent tout le corps. Donc c'est un résumé très grossier, mais c'est à peu près ça l'exercice de la médecine interne. Alors peut-on faire de la recherche? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, même dès la P2, puisque dès le début de la P2, vous aurez une matière d'initiation à la recherche qui va vous permettre de voir ce que c'est, de voir si ça vous plaît, et de voir si vous voulez continuer ou pas là-dedans. Et si à l'issue de cette matière d'initiation, vous avez envie de continuer, vous aurez accès à des UE de recherche, qui sont un peu plus spécialisés, et à l'issue de tout ça, vous pourrez même faire un stage en laboratoire pendant l'été entre votre année 2 et 3, ou entre votre année 3 et 4. Et même pour ceux d'entre vous qui ont le plus envie de faire de la recherche, vous pourrez même faire votre Master 2 dès l'été, faire une césure entre la 3e et la 4e année, faire un an de césure à ce moment-là, et vous pourrez avoir votre Master 2 avant de commencer votre externat. Sinon, à part ça, le parcours classique, entre guillemets, c'est de faire son Master 2 pendant son internat. Voilà, beaucoup d'internes prennent un an de pause dans leur internat pour faire leur Master 2, et le Master 2 peut ensuite être suivi d'une thèse de sciences, ce qui permet d'avoir beaucoup de débouchés dans le monde hospitalo-universitaire, donc des postes d'enseignants-chercheurs à l'hôpital, qui vous permettent donc d'avoir, en plus de votre activité médicale, une activité de recherche et une activité d'enseignement. Voilà. Donc, pour répondre clairement à la question, oui, c'est possible, et c'est possible aussitôt que vous voulez. Voilà. Du coup, donc quelles sont les qualités requises pour être un bon médecin? Grande question. Très grande question. Une analyse, monsieur Gabriel? Oui, une analyse. Voilà, il faut avoir de la rigueur, beaucoup, ça c'est très important. C'est comme il faut en PACES, hein. Il faut être capable de continuer, de s'accrocher. La médecine, c'est un truc immense, énorme, et vous serez jamais capable de tout savoir. Et on est très vite, notamment quand on va en stage, mis face à face avec son ignorance. Il faut s'accrocher, il faut continuer, ça c'est vraiment le plus important, faut pas lâcher, quoi. En fait, il faut quand même pas mal d'abnégation, parce que malheureusement ce sont des études qui sont extrêmement longues, et il y a, comme Gabriel l'a dit, énormément de connaissances à acquérir, donc il faut savoir dès le début dans quoi on s'engage, et être prêt à affronter toutes les années. Ça, c'est les qualités, on va dire, un peu techniques. Après, il y a des qualités humaines qu'il faut avoir, évidemment. Il faut quand même avoir de l'empathie, être capable d'écoute, savoir gérer les situations difficiles. Parce qu'il y aura plein de situations que vous devrez affronter qui ne seront pas toujours faciles, les annonces de décès, les annonces de cancer, des choses comme ça. Bon, ça, vous ne ferez pas au début, mais on va tous y être confrontés. De toute manière, hein, ça c'est des choses qu'on apprend, même si ça vous fait peur, ça fait peur à tout le monde. Ouais. On ne naît pas homme, on le devient. L'humanité mais c'est très l'humanité, ça important. s'apprend. Il faut avoir l'humanité, il faut avoir l'empathie, mais ça s'apprend. Et il faut surtout savoir prendre du recul, c'est pas grave. Il faut être humain, donc c'est normal de faire aussi des conneries. Et très important en médecine, il faut accepter de ne pas savoir, parce que malheureusement, pendant une très grande partie de votre externat et de votre internat, vous en saurez moins que la personne en face de vous. Et en fait, après, pendant toute votre vie de médecin, il y aura une énorme part d'incertitude. Donc est-ce que le médecin travaille seul ou en équipe? Comme il veut. À l'hôpital, donc c'est forcément en équipe. Donc c'est un système avec l'externe, l'interne, le CCA, et donc c'est un chef de clinique assistant, et ensuite le praticien hospitalier, et puis le professeur universitaire praticien hospitalier. Donc c'est extrêmement hiérarchisé à l'hôpital. C'est beaucoup moins le cas en ville, où soit on travaille tout seul dans un cabinet, soit on travaille en groupe avec des collaborateurs. Alors ça se fait de plus en plus, hein. Il y a beaucoup moins le médecin classique seul dans son cabinet. C'est beaucoup des maisons de santé, avec plusieurs spécialités, plusieurs médecins, des kinés, des infirmières. Mais de toute manière, le médecin doit toujours faire appel à d'autres personnes, les kinés, les infirmières, les biologistes, jamais vraiment tout seul, mais c'est un peu à la carte. Est-ce qu'on a un supérieur hiérarchique? Oui. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus et en dessous de vous, c'est le compagnonnage. Il y a toujours quelqu'un qui vous apprend et quelqu'un à qui vous apprenez. Exactement, il y a toujours quelqu'un qui vous ouvrira la voie, et donc dans ce sens c'est extrêmement rassurant au début. Il faut savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on risque pas de créer des drames à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est fabuleux.
En tant qu'externe, est-ce que vous faites parfois plus de 100 heures par semaine? Non. Non. Après, ça dépend. Quand on est interne, on peut faire des horaires qui sont quand même énormes, voire illégaux, hein, quand on est interne en chirurgie. Après, c'est jamais 100 heures, beaucoup 100 heures. Enfin. 100 heures, c'est énorme. Après, si on prend le travail à l'hôpital plus le travail personnel, c'est quand même, ça prend énormément de temps. Voilà, 100 heures, c'est. On va c'est dire abusé, qu'une mais- journée d'externe normale, en comptant l'hôpital plus la révision, ça fait 9 à 10 heures par jour. Donc 70 heures par semaine. Vous allez prendre l'habitude. Après, ça c'est l'externat. Hein. En P2D1, c'est beaucoup plus tranquille. Et après, vous nous avez demandé les avantages et les inconvénients d'être médecin. Alors, on va commencer par les avantages. Enfin, c'est vraiment un métier incroyable, hyper valorisant, où vous savez pourquoi vous vous levez le matin, que votre patient, enfin, vous allez voir l'évolution, vous allez voir votre patient aller mieux, vous savez pourquoi vous êtes là. C'est un métier qui est dans l'humain, où il y a un patient qui va vous faire confiance et vous allez devoir le soigner, l'aider à aller mieux, l'aider à améliorer sa qualité de vie, sa santé, etc. Donc c'est hyper valorisant, vous voyez une progression. Et vous êtes dans l'humain dans le sens où vous pénétrez dans l'intimité des gens. Ne serait-ce qu'examiner un patient, il vous fait confiance et vous pénétrez dans l'intimité de son corps. Et puis après, ils peuvent vous raconter des choses, vous connaissez des diagnostics, vous les accompagnez dans des maladies chroniques. Donc vous êtes vraiment avec les gens. Donc ça, je trouve que c'est hyper valorisant. En plus, c'est un métier où tu fais que apprendre tout le temps. Pendant toutes tes études, tu apprends beaucoup. Et plus tard, après, toujours tu apprends, tu as toujours plein de choses à découvrir dans la médecine. Donc tu n'es pas statique, il y a beaucoup d'évolution. Après, l'inconvénient, c'est évidemment que ça demande beaucoup de travail, mais aussi on a payé pour ça dans le sens où c'est un métier qui... Le patient, tu as la vie du patient entre tes mains, donc forcément ça demande de la rigueur et du travail. Tu peux pas te dire non, ça je le sais pas, ça je l'apprendrai plus tard. Ce qu'il faut, c'est acquérir les connaissances possibles pendant tes études et c'est nécessaire parce que tu as des responsabilités par derrière qui font que le métier qu'on a choisi est beau et que c'est cool, mais c'est clair que c'est un engagement de longue haleine et c'est un peu dur, ça peut être un peu dur à certains moments. Je sais pas, les avantages, on se sent cool, on aide les gens, on apprend plein de choses. Les inconvénients, ça prend du temps, c'est des études longues et c'est fatigant. Il y a des moments tristes et des moments joyeux. Il y a beaucoup de moments tristes, Il y a beaucoup de moments joyeux. mais tous les moments joyeux remboursés. Tout le plan humain et le fait en fait d'être toujours dans cette position où le patient il est là pour qu'on lui vienne en aide et après c'est vraiment gratifiant de voir que quand on le suit, parce que c'est pas juste de façon ponctuelle qu'on le voit mais sur le long terme, de voir son évolution, de voir que grâce à nous il a pu aller mieux et puis au-delà de ça qu'il a une vie meilleure, ou travailler en équipe c'est toujours bien parce qu'à nous seuls des fois on n'arrive pas toujours à avoir ce qu'on recherche en termes de compétences et à plusieurs c'est toujours on va dire ça fait une sorte de synergie avec nos collègues et grâce à ça on peut travailler mieux auprès des patients parce que il faut toujours se mettre à l'idée que quand on est à l'hôpital ou dans un cabinet c'est toujours le patient avant tout et surtout travailler pour lui. Pour conclure, je vous dirais un grand bravo à vous. Vous avez vécu peut-être une des années de PACES les plus difficiles de l'histoire des années de PACES entre la crise du coronavirus qui a eu lieu, qui était vraiment compliqué à vivre pour vous probablement. Donc bravo à vous tous. Bon courage et en espérant vous voir à l'hôpital en tant que futur collègue. Voilà.